Je vais tout de suite demander à Vincent Berger de venir à cette tribune, le haut commissaire à l'énergie atomique. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Deux mots de présentation, parce que vous êtes physicien de formation, ancien président de l'Université Paris Diderot, conseiller du président de la République sous le mandat de François Hollande sur ces questions. Vous êtes également conseiller maître à la Cour des comptes. C'est intéressant. Alors évidemment, votre parole est libre hein, à ce pupitre, mais en tant que haut commissaire à l'énergie atomique, vous travaillez sous l'autorité du Premier ministre. Et c'est bien de savoir quand on va vous écouter, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Merci de... Vous m'entendez ? Oui, sous l'autorité du Premier ministre, mais je tiens à préciser que l'avis que j'ai écrit, à la demande des parlementaires d'ailleurs, je remercie d'ailleurs les membres de l'OPEX qui étaient particulièrement dynamiques pour introduire cet amendement, et l'article de loi 141-13 du Code de l'énergie qui demande au haut-commissaire à l'énergie atomique d'émettre un avis sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais dans l'écriture de cet avis, je me suis efforcé donc d'écrire un avis indépendant, et donc ce que je vais dire n'engage pas le gouvernement, quand bien même je serai sous l'autorité du Premier ministre, et je l'ai écrit en pleine indépendance et avec une entière liberté d'expression selon l'expression consacrée. Voilà. Donc je sais que votre travail est difficile, je vais essayer de rattraper le temps. Et en présentant. Alors ça, si vous faites ça, je vous paye votre pot en uranium. Ouais. D'accord, très bien. Mais le 14-10, c'est pas pour moi, si déjà j'ai pas parlé 6 minutes déjà. Le chronomètre est terrible. D'accord, c'est terrible. C'est terrible. Alors, tout d'abord, préciser que dans le même article de loi, on précise que je dois émettre un avis sur la programmation pluriannuelle d'énergie dans mon domaine de compétence, c'est-à-dire pour ce qui est lié directement ou indirectement au nucléaire, c'est-à-dire que je vais parler surtout d'électricité, l'énergie bien entendu étant beaucoup plus vaste. Alors d'abord, première remarque, quelques rappels. Comme vous le savez, l'électricité ne se stocke pas et donc il faut répondre à la demande à tout moment, ce qui fait que l'électricité, c'est un système, ce n'est pas une addition de solaire, d'éolien, de nucléaire, etc. C'est un système avec des réseaux, des moyens de production différents, un système qui doit répondre à la demande à tout moment, quelle que soit la météo, ça a été dit. Et donc l'évaluation de la production d'électricité ne peut se produire qu'à ce niveau systémique. Et je voudrais saluer effectivement à partir de 2021 les travaux de RTE qui ont porté ce niveau d'analyse à un niveau systémique. Et ça, c'était indispensable. Ça a permis un saut qualitatif, je dirais, dans la qualité de l'analyse. Deuxième rappel, deuxième remarque préliminaire, c'est un domaine, la production, l'offre et la demande en électricité, où il y a de nombreuses incertitudes profondes. Et en fait, on s'est toujours trompé sur la demande, notamment. On s'est toujours trompé dans le passé. Vous pouvez regarder le document d'EDF des années 70, 80, 90. On a toujours d'ailleurs surestimé la demande future en électricité. Donc il faut rester humble. Il y a aussi beaucoup d'événements inattendus. Covid, crise du gaz, crise de la corrosion sous contrainte. Il y a eu des événements qui ne sont pas prévisibles, qui font qu'il faut rester humble dans les prévisions sur la demande en électricité et aussi malheureusement sur l'offre. Un des exemples qui a déjà été cité d'ailleurs de ces difficultés de prévision, c'était la PPE2 qui effectivement prévoyait de fermer 14 tranches et en milieu de la PPE2 ou en fin de PPE2, il a été décidé à l'inverse, non pas de fermer 14 tranches, mais d'en construire de nouvelles. Donc on voit bien que c'est difficile de prévoir et il faut rester humble. Et d'ailleurs, dans mon avis, il y a davantage de questions que de réponses, et notamment des questions relatives à des scénarios alternatifs qui pourraient arriver. Troisième rappel, je voudrais dire que quand on fait des analyses technico-économiques, ce n'est qu'un morceau du problème. À la fin, il y a une décision politique, et je voudrais insister là-dessus. L'avis de l'expert, et l'expert s'arrête à la porte de la décision politique parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui interviennent dans les décisions politiques que des analyses socio-économiques. Il y a aussi des questions politiques, il y a des questions d'emploi. D'emploi dans les différentes filières. Il y a des emplois dans la filière photovoltaïque comme il y a des emplois dans la filière nucléaire. Et tout ça, c'est une question politique complexe. Il y a aussi des sujets de dualité, par exemple, avec d'autres industries, ou des questions de partage des coûts. On a parlé des subventions, partage des coûts entre l'État, les producteurs et les consommateurs, qui sont bien évidemment des choix politiques. Et donc l'expert scientifique et technique n'a pas forcément son mot à dire sur ces choses-là. Alors après ces rappels,
je voudrais rappeler un constat, effectivement ça a déjà été dit, à nos latitudes, on a des moments sans vent qui peuvent être assez longs, plusieurs jours. Et quand on n'a ni soleil ni vent, il faut des énergies pilotables. Et en gros, pour aller vite, parce que je cherche à rattraper le temps, le choix est entre le nucléaire et le gaz. C'est-à-dire que le vrai concurrent du nucléaire, c'est le gaz. Ça a été dit d'ailleurs, complémentarité entre le nucléaire et les renouvelables. On ne cherche pas à opposer les deux, mais il y a une vraie concurrence entre le nucléaire et le gaz. En gros, les Allemands ont choisi le gaz, les Français ont choisi le nucléaire pour des raisons historiques. On n'avait pas prévu dans les années 50 le réchauffement climatique quand même, hein. Donc, pour des raisons historiques, on en est là. Alors, une slide pour illustrer, peut-être je vais vous demander de les passer. Pour illustrer ça, voilà par exemple en France, la production éolienne en vert et la production nucléaire en orange. Et vous voyez que grosso modo, quand il y a du vent, on éteint des centrales. Alors il y a des surmodulations qui sont dues au solaire, j'y reviendrai plus tard. Et grosso modo, les deux sont bien complémentaires. Quand on a du vent, on éteint les centrales. En Allemagne, là, vous avez l'éolien en Allemagne. Là, c'est le mois de janvier. C'est le mois qui précédait celui où j'ai écrit mon avis. En Allemagne, quand il y a du vent, on ferme les centrales fossiles. Et quand il n'y a pas de vent, il y avait un anticyclone entre le 11 et le 22-23 janvier pour le mois dernier. Vous pouvez prendre le mois de novembre et le mois de décembre, c'est un peu la même chose. Il y a toujours une semaine ou deux d'anticyclone quelque part. Et les Allemands ouvrent leurs centrales au charbon et au gaz et ont le projet de fermer de plus en plus les centrales au charbon. Donc, énergie renouvelable complémentaire du nucléaire, il ne faut pas opposer les deux, mais toutefois, cette complémentarité demande un équilibre qu'il faut regarder précisément. Et il faut essayer de sortir du régime passionnel. Je sais que c'est difficile, mais on va essayer de s'efforcer d'en sortir. Alors pourquoi un équilibre ? Parce que le Fit for 55, dont je crois qu'on n'a pas forcément parlé encore depuis le début de la matinée, le Fit for 55, c'est-à-dire l'engagement européen de réduire les gaz à effet de serre de 55% par rapport à 90 pour 2030, c'est-à-dire demain matin, oblige à ouvrir beaucoup d'offres en production d'énergie solaire et éolienne, parce qu'on n'a pas le temps de construire des centrales nucléaires d'ici 2030. Donc du coup, ça fait un très fort développement d'énergie renouvelable qui est programmé à court terme. Et ce n'est pas seulement en France, c'est dans beaucoup de pays que ça se passe comme ça. Et il y a un certain nombre de phénomènes qui résultent de ce déséquilibre entre les énergies pilotables et les énergies non pilotables qui se produisent. Par exemple, les prix négatifs de l'électricité dont on a déjà un petit peu parlé. Voilà. Voilà. Donc voilà, ici, vous avez les prix négatifs en gris et puis les prix inférieurs à 10 euros, parce qu'il ne se passe pas grand-chose quand on passe à 0 euros. Mais quand les prix sont très bas, c'est quand même embêtant. Alors si on oublie l'année 2020, qui était l'année du Covid, où il y avait effectivement une surproduction parce qu'il y avait une demande qui était inférieure, on voit qu'il y a eu une explosion des prix négatifs en 2024, et cette explosion est tout à fait préoccupante. Et je vous donne une autre carte. Je ne sais pas pourquoi ça... Voilà. De l'Europe, là, c'était mercredi dernier, c'est-à-dire le jour où j'ai rendu ces slides. Mais vous auriez pu prendre jeudi dernier ou vendredi dernier. C'était la même chose. Il se trouve que la semaine dernière, il y avait du soleil. Et donc, à 13h, vous avez... Alors, vous ne voyez pas les chiffres, là, vous n'y voyez rien. Mais vous avez des chiffres avec une électricité spot, un prix spot à moins 3 euros en Allemagne, moins 12 euros en Pologne, 12 euros en France, des prix extrêmement bas. Alors, il ne faut pas croire que les prix bas, c'est bon pour le consommateur, hein. Ce n'est pas du tout bon parce qu'en fait, vous payez deux fois quelque part. Puisque quand les prix sont bas, vous payez les énergies renouvelables à cause des tarifs de rachat. Et puis quand les centrales nucléaires ne fonctionnent pas, vous les payez quand même parce que ce sont des industries très capitalistiques. Et donc, le coût est parti et vous avez payé ça au départ, il faut bien les amortir. Donc, en quelque sorte, c'est la double peine quand ces prix sont bas. Ces événements arrivent de plus en plus fréquemment. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit du mercredi. C'est plus le week-end au printemps, il s'agit du mercredi, un jour où il faisait entre 0 et 2 degrés la nuit. Donc, on ne peut pas dire que les gens ne chauffent pas le 5 mars en France ou en Allemagne. Donc, on a une surproduction dans une situation où on est en hiver et où il fait froid.
Et donc, c'est déjà tout à fait important de le souligner. Alors, si on regarde un peu plus en détail, le mois de janvier, par exemple, donc qui était le mois dernier ou le mois précédent, disons, j'ai ici reporté la production solaire en jaune. Donc vous voyez des dents, alors c'est sur un mois, vous voyez des dents simplement parce que le matin le soleil se lève et le soir le soleil se couche. Et c'est assez objectivé ça, c'est assez reproductible. Et on a confiance dans ce phénomène-là, comme le disait David Hume. Et en vert, vous avez l'éolien qui est moins prédictible. Donc l'éolien en France, bah oui, il y a des moments où il y a du vent. Et ces moments-là, les éoliennes fonctionnent. Et puis là, il y avait un anticyclone au milieu du mois où le vent était faible. Et puis en orange, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le résiduel. C'est-à-dire, c'est la demande moins ces deux-là. Moins ces deux-là et moins l'hydraulique au fil de l'eau, pour entrer dans les détails. Donc le résiduel, c'est ce qu'il faut fournir finalement pour que tout le monde ait de l'électricité. Et donc vous voyez qu'il y a des variations extrêmement importantes et c'est pour ça qu'on module la puissance des centrales nucléaires dans des temps d'ailleurs extrêmement brefs. Les techniciens d'EDF doivent baisser la puissance des centrales nucléaires en moins de 20 minutes, ce qui n'est pas sans difficulté. Et donc vous avez des modulations extrêmement importantes du résiduel, mais quand vous n'avez pas de vent, vous êtes obligé quand même d'avoir un résiduel qui est au-dessus de 60 gigawatts. Donc vous avez un besoin en pilotable pour ces moments qui sont fort longs sans vent. Alors, maintenant, j'ai fait une petite expérience qui consiste, avec un coup de baguette magique, à multiplier le solaire par 4, l'éolien par 3,3 et la demande de 22%. C'est-à-dire, le coup de baguette magique, c'est j'imagine que la PPE est appliquée aujourd'hui, d'un seul coup. Alors, ou alors je projette en janvier 2035, en supposant la météo identique qu'aujourd'hui, et j'obtiens à nouveau, donc c'est très très simple à faire, ce n'est pas une modélisation, ce n'est pas une simulation, c'est une simple illustration pédagogique du paysage qui serait le nôtre si on avait les développements qui sont prévus par la PPE. Et donc, vous voyez, bon, bah, le peigne du solaire est multiplié par 4, l'éolien est multiplié par 3,3, et vous avez un résiduel qui a des variations extraordinaires. Vous avez un résiduel qui passe d'ailleurs souvent en dessous de 0, et vous avez 10 jours par mois, enfin 10 jours dans ce mois de janvier hypothétique 2035, où la météo ne serait pas changée, hein, vous avez 10 jours par mois où le parc est entièrement éteint, par exemple. Et quand même, tout de même, ça mérite d'y songer. Et malgré tout, vous avez quand même un besoin de 70 gigawatts, ou voire plus, aux pointes de pilotable, puisque les moments sans vent restent là. Alors, en 2035, la situation sera un tout petit peu différente. C'est extrêmement simple comme illustration. Par exemple, on aura développé des flexibilités, des moyens de stockage par batterie peut-être, qui feront qu'on effacera un peu les pointes, c'est-à-dire, pour être un peu technique, les hautes fréquences sur ce graphe. On aura peut-être aussi davantage d'interconnexions, ce qui n'est pas forcément pour arranger la situation. Mais en tout cas, vous voyez bien que vous avez au fond, à certaines périodes, un parc qui fonctionne, et à d'autres périodes, un autre parc qui fonctionne. Donc vous avez en fait deux parcs, et le risque, c'est de se payer en quelque sorte, on a pas mal parlé d'argent déjà ce matin, deux parcs entiers utilisés à moitié. Et si la demande est moins forte que prévu, c'est pour ça que je dis que c'est difficile, parce qu'on a du mal à prévoir tout ça, si la demande est moins forte que prévu, ce sera pire. Ce sera bien sûr pire, puisque la courbe orange de la demande et du résiduel descendra encore davantage en dessous de zéro. Quels sont les éléments qui peuvent nous faire craindre que la demande pourrait être moins forte que prévu? Les développements de l'hydrogène pourraient ne pas suivre les prospectives ambitieuses qui ont été aujourd'hui annoncées. Il y a eu un rapport, je vous renvoie au rapport de l'Académie des technologies ou de l'Académie des sciences récent sur l'hydrogène. L'électrification de la mobilité que tout le monde souhaite, bien sûr que tout le monde le souhaite parce qu'on veut décarboner, donc il faut arrêter de consommer des fossiles et que les gens achètent des voitures électriques, mais ça ne se décrète pas et ça pourrait prendre plus de temps que prévu. Je vous renvoie aux dernières analyses de la plateforme automobile sur les ventes de voitures électriques et puis aussi aux discussions que vous pouvez avoir avec tout un chacun dans nos campagnes sur les difficultés qu'ont des ménages modestes à passer aux voitures électriques. La réindustrialisation qu'on souhaite tous, elle peut faire aussi l'objet d'incertitudes.
Voilà. Je voudrais dire que, en conclusion, vous voyez que j'ai rattrapé le temps. Hein. En conclusion, vous avez dit que vous me payez quoi Attendez, il faut que vous terminiez dans les 35 secondes. Hein. Alors, en conclusion, il existe des risques de sous-production et des risques de surproduction, toujours. Et le problème, c'est qu'on est sur une crête, il faut trouver le bon équilibre parce que les risques de sous-production et les risques de surproduction coûtent cher. Donc c'est pour ça que je pense que la PPE gagnerait à être accompagnée de scénarios de type what if. Vous voyez ce que je veux dire? Et si jamais l'électricité de la mobilité, n'était pas aussi rapide que prévu, qu'est-ce qui se passerait? Et puis, une conclusion forte, c'est, je pense, là, vous avez raison, vous n'allez pas me donner, mais je ne vais pas vous infliger mon poids en uranium. Votre poids en charbon, peut-être. En charbon serait un peu moins cher. Je pense qu'il est prudent de revoir à la baisse, au fil de l'eau, l'offre, le développement de l'offre, si la demande s'avère ne pas suivre les scénarios assez optimistes qui seront lancés. Et je voudrais terminer par une dernière slide. Je vous passe là-dessus. Ça, c'est une très bonne technique de dire je termine. Ah ben non, je recule là. Je comprends rien, ce truc. Je récupère le temps. Voilà, et merci. En fait, Dernière slide qui vous donne la production, la consommation d'électricité en bleu. Sur les dernières années, ça commence en 2005, ça se termine en 2024. Et puis les prévisions de RTE. Donc en 2017-2019, vous voyez, il y avait une relative stabilité qui était prévue. Et puis quand le Fit for 55 est arrivé, cette directive européenne qui force à la décarbonation, on a des perspectives d'augmentation de l'électricité qui sont extrêmement fortes, avec des ruptures de pente qui, pour ma part, je trouve un peu suspectes. Donc mon sentiment, c'est que, mais je le regrette, parce que tout le monde souhaite qu'on décarbone plus vite, hein, bien évidemment, mais mon sentiment, c'est que le Fit for 55 n'aura pas lieu. Il n'aura pas lieu, et comme la PPE est entièrement construite sur cette hypothèse qu'il faut à tout prix aller vers le Fit for 55, ça pose, me semble-t-il, des questions que nous allons discuter ensemble. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à vous, Vincent Berger.